Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre présence. Nous reviendrons sur plusieurs sujets ayant marqué l'actualité et nous aborderons quelques sujets nouveaux. Sur les sujets qui ont marqué l'actualité, permettez que nous revenions sur la première récolte du palmier à huile à Mouila. Nous y revenons parce que c'est un événement important. Vous savez que le programme pour l'agriculture a été lancé il y a quelques années. C'est un programme qui a été lancé dans un contexte difficile, marqué par le fait que nous ne sommes pas un pays qui a une longue tradition d'agriculture et que lorsque ce programme a été lancé, de nombreux Gabonais étaient dubitatifs. Aujourd'hui, après le lancement de la première récolte dans la région de Kango, notamment à Awala, avec également l'inauguration d'une usine sur place, le chef de l'État a lancé la récolte des premiers palmiers à huile à Mouila. Cette récolte est importante parce que sur place, il va y avoir construction de 2 usines et les plantations dans la région de Mouila emploient aujourd'hui plus de 5000 personnes. Et il faut savoir que le secteur de l'agriculture, de manière générale, emploie aujourd'hui plus de monde que le secteur du pétrole. Ce qui veut dire que nous avons réellement démarré la diversification de l'économie et des différentes sources pour trouver de l'emploi à nos compatriotes. Bien entendu, les salaires ne sont pas les mêmes, mais nous parlons là en termes de nombre de personnes employées. Et le secteur de l'agriculture, grâce aux efforts engagés par le gouvernement avec son partenaire OLAM, est aujourd'hui un des secteurs qui emploie le plus de compatriotes. À la suite de cette première récolte qui a eu lieu le 16 juin, le chef de l'État s'est rendu le lendemain à Port-Gentil pour l'inauguration de l'aéroport international de Port-Gentil. Permettez que sur cette inauguration, je puisse dire 2 petites choses. La première, c'est que la décision de reconstruire cet aéroport et de faire en sorte qu'il soit véritablement international a été prise lors d'un conseil des ministres à Port-Gentil. C'était en 2010. Et cet aéroport aujourd'hui inauguré est une norme internationale. Il a été calibré, les travaux ont été suivis aussi bien par la SECNA que par l'ANAC, qui est donc l'organisme indépendant qui s'occupe de l'aviation civile dans notre pays et qui est donc connecté directement à l'OACI. Cet aéroport est aujourd'hui aux normes internationales, donc capable d'accueillir des avions directement venus de l'étranger et des gros porteurs. Cet aéroport a été financé par la PIDPIH et il a été dit et écrit ici et là que c'est en fait Total Gabon. Non, il ne s'agit pas d'un don de Total Gabon, c'est des ressources financières de l'État gabonais dans des mécanismes mis en place il y a des décennies. Et c'est par le biais de ce mécanisme que plusieurs projets ont été menés. À l'instar du CIEMF, qui est financé par ce mécanisme, à l'instar de ce qu'il y avait à l'époque Agriporg, si vous vous en souvenez, qui était financé par le même mécanisme. C'est donc de l'argent issu du pétrole, donc l'argent de l'État gabonais, qui a donc contribué à financer entièrement cet aéroport, sur une décision du chef de l'État. Plusieurs personnalités ont été ministres du pétrole, ce mécanisme existait. Et des choix ont été faits de financer d'autres choses que les choses qui concernaient la collectivité. Le chef de l'État a donc décidé que la PIDPIH, pour ce qui est des exercices concernés, allait contribuer à financer la construction de l'aéroport de Port-Gentil et le mettre aux normes internationales, ce qui est fait. Je voudrais revenir également sur la visite d'hier au marché de Montbouette, le plus grand marché du Gabon, par le chef de l'État. Et ce n'est pas la première fois, puisque le chef de l'État s'est déjà rendu à Montbouette en 2012. Là, il est reparti d'abord pour encourager les compatriotes qui sont dans le secteur de la vente de la friperie, parce que c'est un secteur qui ne concernait pour le moment, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, que ceux venus de l'étranger. Là, de plus en plus, des Gabonais s'y intéressent. Mais aussi, de façon plus générale,
encourager les plus petites entreprises, y compris les entreprises individuelles, parce que comme il est dit couramment, il n'y a pas de saut métier. Et il s'agit donc de montrer qu'il se préoccupe aussi bien de trouver de l'emploi à ceux qui ont des diplômes, qui veulent travailler dans des secteurs qui sont plus valorisants, mais également à encourager les compatriotes à intégrer tous les secteurs d'activité qui peuvent aider à les rendre autonomes et financièrement indépendants. Je voudrais également indiquer que, comme nous l'avions annoncé il y a plusieurs semaines déjà, la formation des journalistes et des représentants des forces de défense et de sécurité en vue d'une couverture équilibrée et responsable des élections se poursuit. Après Libreville et Port-Gentil, cette formation a été lancée ce matin à Franceville et cela concerne les responsables du Haut-Togo et de l'Ogo-Lolo. Et la semaine prochaine, la formation se poursuivra cette fois-ci à OIM dans le Haut-Lintem avec, comme vous le savez, l'appui d'un certain nombre de partenaires dont le système des Nations Unies, l'OIF et bien entendu le gouvernement de la République qui, à travers le ministère de la Communication, intervient pour cette formation. Je voudrais à présent aborder les élections partielles du 18 juin dernier, mais avant d'aborder ces élections partielles, permettez d'indiquer que le chef de l'État séjourne aujourd'hui même à Port-Gentil, où il a été invité à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de Perenco à Port-Gentil. Et le chef de l'État repartira dans la province de l'Ogooué-Maritime en fin de semaine, cette fois-ci pour la CNAMGS et pour participer aux universités d'été de l'UJPDG. Donc, par rapport aux élections partielles, les résultats sont maintenant connus. Ils ont été rendus publics par le ministre de l'Intérieur et ces résultats montrent très clairement que c'est une victoire pour le Parti démocratique gabonais et ses alliés. C'est une victoire puisque le Parti démocratique gabonais enregistre un score 3 fois supérieur au score de ses adversaires qui ont été présents, qui ont mené campagne. Et c'est donc une victoire. À quelques semaines de la campagne présidentielle, c'est une victoire qui rassure, qui montre que le Parti démocratique gabonais est fortement implanté et solidement implanté, malgré les coups de boutoir qu'il peut subir, il est implanté. Mais ça montre aussi que les populations gabonaises ne se sont pas laissées distraire par les discours de haine qui sont distillés ici et là et par le nihilisme qui est véhiculé par l'opposition qui consiste à dire rien ne se fait. Si le Parti démocratique gabonais et son allié CLR ont pu remporter les élections dans les 3e et 4e arrondissements de Libreville, qui sont quand même des sièges qui sont un concentré de toutes les difficultés qu'on peut vivre dans notre capitale, à la fois des quartiers sous-intégrés, à la fois des problèmes de chômage, mais c'est parce que les populations savent tous les efforts qui sont engagés par le chef de l'État et le gouvernement pour résoudre ces problèmes. Mais il y a également eu des victoires dans des fiefs réputés être totalement acquis à l'opposition, le cas de Medoune. Et là, vous ne me direz pas qu'il n'y avait pas d'adversaire en face, puisqu'il y avait bien un adversaire investi en la personne de M. Firmin Ngamobam, qui a été battu à Medoune par le PDG. Ça montre bien que lorsque une campagne est faite dans la sérénité, il n'y a pas de raison pour que les gens n'aillent pas voter. Et là aussi, deux autres enseignements. La liste électorale prétendument contestée, elle a montré sa fiabilité puisqu'ils sont tous allés aux élections avec ces listes électorales, de même que la CENAP a proclamé les résultats. Là où le PDG a perdu, il a perdu. Et là où il a gagné. Ce qui montre que la campagne pour l'élection à venir sera tout à fait sereine et l'élection sera transparente. Il faut donc que ceux qui vont échouer se préparent à féliciter le vainqueur à venir. Sur ces élections, je voudrais dire un dernier mot, parce qu'on a beaucoup commenté ce qu'on a appelé l'abstention, en prenant particulièrement le cas du 4e arrondissement.
Il est vrai que depuis plusieurs années, l'abstention pose problème dans notre pays, mais pas que dans notre pays. Dans tous les pays où les élections s'organisent, les commentateurs, les politologues, les représentants d'instituts de sondage notent que l'abstention est devenue un phénomène planétaire. Dans tous les pays, un des adversaires qu'il faut affronter lors d'une élection, c'est l'abstention. Et l'abstention, là également, pour les partiels, a été un marqueur de cette élection. Mais là aussi, si on regarde bien les choses, ce n'est pas nouveau. Et je veux précisément prendre le 4e arrondissement. En 2011, pour l'élection du député à l'Assemblée nationale, je parle de 2011 parce qu'il s'agissait du début d'une législature, au 4e arrondissement, pour le même siège, nous avions 13 188 inscrits. 13 188 inscrits. Et nous avions 2 423 votants en 2011, sur le même siège, soit plus de 80% d'abstention. Plus de 80%. Le même siège en 2016, pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste que 6 mois de mandat à l'Assemblée nationale, nous avons 12 397 inscrits pour 1700 votants. Là aussi, plus de 80% d'abstention, à peu près dans les mêmes proportions. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire. Il ne s'agit pas ici d'une abstention liée à on ne sait trop quel refus de participer aux élections, mais c'est un phénomène observé et contre lequel il va falloir trouver des solutions. Mais dans le même temps, si nous passons notre temps à dénigrer notre système électoral, ne nous étonnons pas ensuite que les compatriotes ne soient pas tentés d'aller voter puisqu'on leur dit que le résultat sera le même. Mais les élections montrent bien que lorsqu'on va voter, le résultat n'est pas le même puisqu'il y a des sièges qui sont perdus par le parti au pouvoir et en l'occurrence, le parti au pouvoir accepte sa défaite sur ces sièges-là, ce qui prouve bien que la démocratie est implantée de ce côté-là. Alors, quelques autres choses dans votre agenda. La journée de la sécurité intérieure qui a débuté hier, il s'agit d'une journée consacrée essentiellement aux activités des forces de police nationales et donc de la sécurité intérieure, avec un certain nombre de nouvelles unités qui ont été créées, et il y aura également des démonstrations de ce que la police sait faire, à la fois pour la protection des hautes personnalités, mais également pour la protection des citoyens et aussi pour l'encadrement démocratique de manifestations. Notre pays accueille un hôte de marque en la personne de Mme Jeannette Kagame, épouse du président Kagame, le chef de l'État du Rwanda. Elle est l'invitée de Mme Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon. Et à l'occasion de son séjour dans notre pays, elle participera à un certain nombre d'activités aux côtés de la première dame du Gabon, dont la visite de l'école Le Ruban Vert et dont la présence demain aux côtés de Mme Sylvia Bongo Ondimba au rond-point de Nzangayon dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale des veuves. Et dernière chose sur votre agenda, nous avions déjà parlé de la fin de l'année scolaire avec les examens de fin d'année, s'agissant du CEP et du BEPC. Là maintenant, le baccalauréat a lieu, les épreuves écrites ont débuté et le gouvernement tient à saluer les efforts des uns des autres, les enfants, les parents, mais aussi les enseignants qui aujourd'hui sont mobilisés pour que les examens se déroulent convenablement. Et sur votre agenda également, le 24 prochain, il y aura la signature du programme de coopération UNESCO-Gabon pour la période 2016-2017. Merci de votre aimable attention et je suis à vos dispositions pour vos questions. J'ai deux questions. La première, elle a un rapport au niveau des infrastructures. Pas plus tard qu'hier, on suivait un reportage sur Gabon Télévision sur le suivi des travaux de voirie urbaine dans la ville de Port-Gentil, qui était mené par le directeur général du budget, mais sauf que l'entreprise adjudicataire Emeka Service, la fameuse entreprise, vous comprenez ma préoccupation, qui a un nouveau chantier à Port-Gentil, pendant qu'il y a des chantiers dans les provinces du Haut-Togo, Logo, Lolo et peut-être d'autres provinces qui sont restées inachevées, pourtant inscrites
dans les différentes lois de finances des années précédentes. Je voulais comprendre pourquoi attribuer des marchés à une entreprise qui n'a pas achevé les premiers chantiers. Vous avez compris que c'est peut-être aussi une question domestique. Mais c'est toujours le Gabon. Je reviens sur les partiels. On a constaté que beaucoup des leaders politiques du Parti démocratique gabonais, les membres du bureau politique et ceux du comité permanent, ont, dans les provinces à l'intérieur du pays, et même à Libreville, ont accompagné ou ont suivi, soutenu les candidats qu'ils avaient présentés. Ce fut par exemple le cas à Mekambo, où vous y étiez avec beaucoup de vos amis pédégistes. Ça a été le cas de la Nyanga et d'autres provinces. Sauf que dans le Gouelolo, là-bas, le candidat PDG a des raisons de se plaindre, puisque aucun véritable responsable politique du PDG, donc membre du bureau permanent, membre du bureau politique, n'a pu assister ou soutenir le candidat du PDG. Est-ce que ce siège était un échantillon laissé pour l'indépendant ou bien c'est une stratégie pour observer ce que l'adversaire est capable de faire sans vous? Ça, c'est ma question, la deuxième question. Alors, pour votre première question, j'ai déjà répondu au cours d'une précédente conférence de presse. Les raisons pour lesquelles certains chantiers ont été engagés et sont pas allés à terme sont nombreuses. Ça peut être un sous-financement, ça peut être les marchés qui n'ont pas été conclus convenablement, ça peut être des marchés qui n'ont pas été signés. Donc il y a plusieurs raisons. Et si le gouvernement estime que, pour des raisons de sous-financement par exemple, tel chantier à l'intérieur du pays a été stoppé et qu'il y a des priorités ailleurs, il n'y a pas de raison pour qu'une entreprise ne bénéficie pas des mêmes possibilités pour exécuter un marché. Je ne connais pas le détail s'agissant de Mika Service, mais dans tous les cas, si justement le directeur général du budget, en sa qualité de contrôleur, va sur le terrain pour regarder ce qui se fait, c'est tout à fait normal et manifestement, ça se passe plutôt bien à Port-Gentil avec cette entreprise. Mais encore une fois, nous veillerons à faire en sorte que tous les chantiers qui ont été engagés aillent à leur terme, y compris bien entendu dans l'arrière-pays. Et Popa n'est pas le seul cas. Makokou connaît également des arrêts de chantier et le gouvernement s'emploie à trouver des solutions. Concernant votre question politique, je dois dire que vous n'avez peut-être pas la bonne information parce que j'ai moi-même eu au téléphone à plusieurs reprises le ministre Blaise Louembe, qui est membre du comité permanent du bureau politique du PDG et qui a été présent sur le terrain à Koulamoutou pour soutenir notre candidature. Donc l'explication n'est peut-être pas la bonne. Nous avons perdu pour plusieurs raisons qu'on va analyser froidement le moment venu, mais le ministre Louembe était présent. Oui, Monsieur Laurent Groma. Merci, Monsieur le ministre. Hier, le procureur de la République a animé un point de presse au cours duquel il mettait en demeure M. Jean Ping, qui est candidat à l'élection présidentielle. On n'a pas très bien compris, mise en demeure. Est-ce que cela veut dire que la police judiciaire ou la gendarmerie peuvent débarquer directement chez lui pour le prendre et l'amener de force au tribunal, comme les craignent les partisans de M. Jean Ping? Deuxième question, c'est M. Ping est poursuivi pour des propos. On a suivi une émission qui est passée sur TV5. Ginzou Bandama a dit aussi pas mal de propos qui ont été jugés assez forts selon les commentaires qu'on a vus sur Internet. Est-ce que lui aussi doit être poursuivi par le gouvernement comme il a fait pour M. Jean Ping? Merci. Monsieur Ginzou Bandama est pris dans de nombreuses contradictions et il cherche à trouver une harmonie avec lui-même, mais c'est difficile. C'est difficile parce que M. Ginzou Bandama était le poète du système. Chaque célébration du Nouvel An au palais présidentiel, il rivalisait de poésie avec la précédente année pour chanter les louanges et d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo Ndimba et du mandat. M. Ginzou Bandama, alors que le livre M. Péan, qui mettait en doute la filiation d'Ali Bongo, était déjà paru, a continué à chanter les louanges d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, il est pris dans des contradictions telles qu'il lui faut trouver une place dans l'opposition, où manifestement beaucoup doutent de sa sincérité. Et donc, pour tenter de se crédibiliser, il va aller plus loin dans l'outrance
plus loin dans les dénégations, mais personne ne le croit crédible, et pas lui-même. Et plus il s'exprimera, plus il constatera que sa parole n'est pas crédible. Et donc, il ira plus loin dans l'outrance, et lorsqu'on le jugera nécessaire, on réagira par les voies appropriées. Mais toujours est-il que seul le terrain compte. Et tout le discours qui est mené aujourd'hui par l'opposition, visant en fait à écarter Ali Bongo de la course, montre bien que c'est une opposition qui a peur. C'est une opposition qui tremble. Et les dernières partielles montrent bien que, alors qu'ils annonçaient les fondements du PDG avec leur départ n'a pas fait effondrer le PDG. Au contraire, le PDG se reconstruit et sortira de là plus fort qu'il ne l'a été par le passé. L'autre élément, mais là, je crois que chacun de vous a été jeune dans une cour de récréation. En général, celui qui est talentueux au football, on fait tout pour qu'il ne soit pas classé. On va trouver des arguments. Ah non, mais lui, s'il joue, nous, on ne joue pas. Mais pourquoi vous auriez peur de jouer? Pourquoi est-ce que tout à coup, alors qu'on dit Ali Bongo impopulaire, on dit qu'il n'a rien fait? Pourquoi a-t-on peur qu'il soit candidat? Laissons Ali Bongo être candidat, laissons chacun se présenter et le peuple souverain jugera. C'est ça la démocratie. Donc M. Guy Zoubandama a raconté un certain nombre de choses. Je pense que sorti du plateau télévisé, il a dû lui-même se dire qu'il a été trop loin. Nous attendons qu'il répète ces choses-là au Gabon, dans des meetings, et on lui rappellera qui il est vraiment et quel est son passé. Surtout, quels sont ses propos à lui et qui seront pour nous un miroir que nous lui présenterons. J'ai été, vous l'avez rappelé, à Makoukou récemment, avec d'autres personnalités du Parti démocratique gabonais. Et il a été clairement rappelé que M. Zoubandama, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avait injurié toute une communauté, la communauté ogivine, en les traitant de Makoukouyon, du haut de l'Assemblée nationale. Chacun s'en souvient et les ogivins s'en souviendront. Donc il mènera certainement campagne, mais nous espérons qu'à Makoukou, il trouvera des gens pour le lui rappeler. Ça, c'est pour ce qui est de M. Zoubandama. Pour ce qui est de M. Ping, candidat n'est pas un statut qui exclut les uns et les autres de leurs responsabilités. Être candidat, ce n'est pas une immunité. C'est un citoyen, comme un autre. Et il a enfreint la loi. Et quand on enfreint la loi, on répond. Il faut avoir le courage de répondre. D'autant plus qu'il est dans un paradoxe extraordinaire, lui également, puisqu'il saisit la même justice, lui, contre des responsables du PDG. Comment peut-il mépriser une justice qu'il saisit par ailleurs? Et si demain, par je ne sais trop quel hasard, tout le peuple gabonais devenait amnésique et disait quand même qu'ils vont porter le suffrage sur ce monsieur qui, je le rappelle, a été déclaré candidat d'abord pour ses intérêts, puisqu'il a dit qu'il est candidat puisqu'il n'a plus de marché et qu'on a arrêté les contrats de ses enfants. C'est sa déclaration publique de candidature. Donc, si d'aventure ce monsieur était, par quel hasard, porté à la tête du pays, c'est comme ça qu'il respectera la justice. Donc, pour répondre à votre question, le procureur s'est exprimé. Il a mis M. Jean Ping en demeure. Seul le procureur sait ce qu'il fera si M. Jean Ping ne se présente pas à la prochaine audience. Le procureur lui a dit de tout faire, de se libérer de ses engagements, de ne pas avoir peur et de se présenter devant la justice. Quand on traite des Gabonais de cafards, c'est qu'on a le courage de les exterminer. Il faut donc qu'on ait le courage d'affronter la justice de son pays. Et s'il ne se présente pas, le procureur engagera les actions qui s'imposent, mais moi, exécutif, je ne peux pas vous dire quelle est la suite. Merci. On peut aller à droite maintenant? Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. En séjour à Ngouabilang, c'est dans le district de Samkita, un notable est resté perplexe. Jusqu'à présent, il ne comprend rien de ce qui se passe dans votre monde politique.
le président de la République doit être disqualifié à cette élection. Ce notable n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez éclairer la lenteur de ce notable de Ngouabilan qui se demande quelle est la méthode qui fait en sorte que le président actuel qui est au pouvoir va être disqualifié? Est-ce que les actes d'incivisme qui vont être perpétrés ou il y a des mécanismes qui vont être faits? Merci. Enfin, moi, ma question, la seule question à laquelle je peux répondre, étant membre du gouvernement et porte-parole du gouvernement, c'est si le président sera candidat. Il a dit qu'il le sera, et il n'y a rien qui fera qu'il ne le soit pas. Je l'ai déjà dit ici. Les questions de disqualification, ça vous rappelle les gens qui parlaient de la DTE, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Je ne sais pas. Bien. Donc, on prétend que le peuple descendra dans les rues. Le peuple attend que les uns et les autres se déclarent pour aller choisir qui sera son futur président. Le peuple gabonais est un peuple épris de paix, qui est attaché au respect des institutions et de la démocratie. Et donc, il attend le moment venu pour aller choisir qui sera le prochain président parmi les candidats qui se présenteront. Le tout sauf Ali, qui est prôné par les uns et les autres, n'est pas un programme de société. Le tout sauf Ali n'apporte pas l'emploi aux gens. Le tout sauf Ali ne règle pas la question du chômage, ne règle pas la question de la maladie, ne règle pas les questions de l'éducation, de la formation. Toutes les questions pour lesquelles Ali Bongo et son gouvernement sont aujourd'hui engagés et travaillent d'arrache-pied pour apporter des solutions. Donc, allons aux élections sereinement et que chacun soit candidat pour lui-même et qu'il dise ce qu'il a à faire. Et le peuple jugera. Quant à ceux qui peuvent s'imaginer qu'ils vont conduire le pays vers le chaos, qu'il y aura des désordres, je tiens à dire qu'ils se rassurent. Ils se rassurent, rien de cela ne parviendra. Les Gabonais et tous ceux qui vivent au Gabon vaqueront librement à leurs occupations. Et les premiers qui tenteront de causer des désordres et des troubles en répondront dans l'immédiat. Mais dans l'immédiat, avec la rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Nous avons accepté la démocratie, le jeu des institutions. L'exclusion est source de conflits. Il faut donc que chacun se prépare, pour ceux qui sont candidats, à mener campagne librement dans le pays et à affronter la réalité de son parcours et de son passif. Nous en parlerons durant toute la campagne, du passif des uns et des autres et du projet des uns et des autres. Pour ce qui est des candidatures, on a des institutions qui sont en place et dont le rôle est d'examiner les dossiers de candidature et de valider les candidatures. La rue ne valide pas le dossier de candidature, pas plus qu'un parti politique et aucune personnalité autre que celle habilitée à le faire. J'ai répondu à votre question. Merci, Monsieur le ministre. Tout d'abord, je tiens d'abord à féliciter déjà le PDG pour cette énième victoire. Merci, madame. Enfin, des félicitations de journalistes. Oh. J'ai une préoccupation concernant le projet qui a été réalisé au niveau de Port-Gentil avec succès. Je parle de l'aéroport Ali Bongo Ondimba de Port-Gentil. Voilà, ma préoccupation est de savoir pourquoi ne pas valoriser un fisc appartenant à cette province que de mettre encore un nom, enfin le nom du président de la République. On aurait pu mettre un nom qui frappe directement à la province de l'Ogooué-Maritime, mais pourquoi forcément Ali Bongo Ondimba? Vous savez, Ali Bongo Ondimba ne s'est jamais autoproclamé. Et cet aéroport international de Port-Gentil a été baptisé de son nom, j'allais même dire contre son gré, contre sa volonté. C'est une proposition des fils de l'Ogooué-Maritime. D'après ce que le maire nous a dit, c'est une proposition des associations, du Conseil des sages, qui ont donc proposé que parce que c'est Ali Bongo qui a décidé de le réaliser, il fallait donc que l'aéroport porte son nom. Si on le lui avait demandé à lui au préalable, il aurait décliné l'offre. Mais voilà, cela a été proposé par des fils et filles de Port-Gentil
et que certains le contestent, libre à eux. Vous savez, les histoires de baptême, il y aura toujours une frange de gens qui vont s'y opposer, mais la vie, elle est faite comme ça. On accepte les choses comme elles sont, et puis on avance. Oui. Monsieur le ministre, je reviens sur l'aéroport de Port-Gentil. Il faut quand même dire que sur place, il y a des chefs qui ont été interrogés et qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas sur ceux-là qui ont choisi que cet aéroport porte le nom de la République. Il y a plus de 3 ou 4 qui ont été interrogés. Sur combien? Je n'ai pas le nombre des chefs de Port-Gentil. C'est déjà un échantillon, monsieur le ministre. Est-ce que là, ça ne vient pas aussi démontrer que les choses ont été faites avec une classe de personnes qui ne sont pas forcément les représentants même du peuple qui vient Port-Gentil? Ça, c'est la première question. Autre chose, monsieur le ministre, c'est par rapport à l'aéroport. Les gens se demandent pourquoi avoir précipité l'inauguration alors qu'il y a encore des travaux qui se font. Mais monsieur, la précipitation est née de quoi? Non, vous posez des questions avant que j'oublie, vous posez des séries de questions. Permettez que je réponde. D'accord. Avez-vous déjà construit un aéroport? Non, vous ne l'avez jamais construit. Bien. Donc, à quel moment savez-vous qu'il est fini? Vous ne maîtrisez pas le calendrier qui est celui de l'OACI, ni celui de l'ANAC, ni celui de la SECNA. Mais de quoi parlez-vous? Vous parlez d'un aéroport sur lequel les avions se posent déjà, vous dites qu'il y a encore des travaux. Mais même sur l'aéroport de Lyon-Bas, il y a des travaux. Il est fonctionnel, il y a des travaux. L'aéroport de Paris, il y a des travaux en permanence. Donc, parce qu'il y a des travaux, on ne fait pas l'inauguration. C'est depuis quand? Qu'est-ce que c'est ces façons de raisonner? Moi, je ne comprends pas. Bon, ensuite, vous parlez d'un échantillon que vous estimez non représentatif du peuple. On n'a pas fait un référendum. Personne ne vous a dit qu'il y a eu un référendum à Port-Gentil. Je vous ai dit que le président de la République, nous étions à Port-Gentil et nous étions installés pour écouter les discours. Lorsque le maire a pris la parole, c'était en direct à la télévision. Et c'est le maire qui a pris sur lui, en demandant au chef de l'État publiquement de bien vouloir accepter, même si son humilité allait en souffrir, que cet aéroport porte son nom. Il n'était pas demandeur. Il ne l'a pas demandé. Et dans sa philosophie à lui, pour ce que j'en sais, pour avoir été son collaborateur à la présidence, il n'était pas question, lui, de construire et de baptiser en son nom. Mais il a construit, et à Port-Gentil, un maire, il est élu par la population. Donc si un maire dit que la population et les gens qu'il a consultés ont dit, je n'ai aucune raison d'en douter, vous non plus d'ailleurs. Donc qu'il y ait certaines personnes qui estiment qu'il fallait que ce soit un fils de Port-Gentil, nous n'en sommes plus là dans notre pays. Ali Bongo est chef de l'État, il est fils du Gabon, et donc à Mekambo, à Popa, à Pana ou ailleurs, si quelqu'un estime que là, il y a une rue qui doit porter son nom, il y a des rues François Mitterrand partout en France, et pas que là où il est né. Donc il faut arrêter avec ce genre de choses. Avec votre permission, monsieur le ministre, je vais revenir sur une question liée à la vie chère. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement a sorti des notes qui allaient dans le sens d'aider les Gabonais. Et pas plus tard que ce matin, on a les galeries externes de Mbolo qui sont en train d'être cassées. Et tout le monde sait qu'à Mbolo, à l'extérieur, le prix d'un article qui est vendu à l'intérieur coûte 3 fois, voire même 5 fois moins cher. Est-ce que là, ce n'est pas comme une contradiction parce qu'on voit au moins ce qui se passe ce matin? Vous savez à qui appartient Mbolo? Le propriétaire des lieux estime que ceux qui sont là à l'extérieur font une concurrence déloyale à ceux qui, eux, à l'intérieur, payent cher leur box, et ils vendent les mêmes articles parce qu'au début, ils ne vendaient pas les mêmes articles. Là, maintenant, ils vendent les mêmes articles à l'extérieur qui sont vendus à l'intérieur. Que voulez-vous que l'État aille chercher dans une affaire de marché et de commerce? Et où est le lien avec la stratégie du gouvernement contre la vie chère? Est-ce que parce que le gouvernement lutte contre la vie chère, il faut donc autoriser l'occupation illégale, y compris d'un domaine privé? Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Monsieur le ministre, merci. Messagerie Ngobam de Telobuntu. Sauf si je me trompe, de Telobuntu. Oui. Sauf si je me trompe, le président compte aller au cours de ces élections
avec une vision, celle de l'égalité des chances. Alors, il y a une frange de jeunes des quartiers sous-intégrés de la place qui pensent que l'accès aux privilèges au niveau de notre pays ne devrait pas être une chance, mais plutôt un droit. Que répondez-vous justement à ceux qui pensent que pour accéder aux privilèges de ces pays, en tant que nous tous, en tant que compatriotes bien sûr, cela ne doit pas relever de la chance, mais plutôt du droit. Merci. Je comprends que vous posez une telle question, alors commençons par les définitions. Ce qu'indique le chef de l'État, ce n'est pas les privilèges. La question de l'égalité des chances n'est pas l'accès aux privilèges, c'est l'accès aux droits. Et l'égalité des chances, c'est justement faire en sorte que chacun ait les mêmes droits pour accéder à ce à quoi il peut prétendre en fonction de son mérite et de son travail. Lorsqu'on parle d'égalité des chances, ne pensez pas qu'il s'agit ici de la chance de ramasser un billet de banque le matin en allant au travail. C'est la possibilité qui est donnée à chacun en fonction des lois du pays de se réaliser. Et donc, c'est la même loi qui vaut pour tous, d'une part. D'autre part, ce sont les mécanismes mis en place par l'État pour faire en sorte que tout citoyen, quel que soit l'endroit du territoire où il se trouve, ait accès à la même éducation et donc aux mêmes possibilités pour se réaliser. Il s'agit donc d'un programme qui n'est pas un slogan. Il s'agit de revisiter et nos lois et nos manières de penser le développement pour que, où que nous soyons sur le territoire, nous ayons les mêmes possibilités pour nous réaliser. Et ce n'est pas nouveau. Cela a déjà existé dans notre pays. Lorsque les enfants de Koulamoutou passaient le concours d'entrée en 6e à Koulamoutou et étaient admis pour l'internat au lycée national Léomba, où ils venaient apprendre aux côtés des enfants vivant à Libreville avec leurs parents qui, eux, travaillaient dans les ministères et dans les usines. Donc, cet internat donnait à chaque enfant gabonais les mêmes possibilités pour s'en sortir. Il s'agit de remettre en place un ascenseur social à travers notamment l'école, la formation, pour avoir un emploi. Donc, nous comprenons que ces questions se posent et la campagne électorale donnera l'occasion aux uns et aux autres de bien expliquer ce que c'est le programme pour l'égalité des chances. Encore une fois, ce n'est pas chacun qui s'assoit. Et comme on dit vulgairement, Dieu le pousse, il s'agit de revaloriser le mérite, le travail. Autrement dit, à chacun selon son mérite. C'est ça véritablement l'égalité des chances. Le privilège n'est pas ici pris en compte, et en tout cas pas le privilège indu. Maintenant, le travail donne des privilèges. Lorsqu'on travaille et qu'on mérite, on a les privilèges du fruit de son travail. Voilà, monsieur. Donc, c'est des questions de définition, et vous avez eu raison de poser la question. Nous aurons tout le temps de bien expliquer ce que le chef de l'État entend par l'égalité des chances. Voilà. Deux dernières questions. Oui, monsieur Dabali. Avec la construction de l'aéroport de Port-Gentil, moi je crois que l'enjeu de taille, l'enjeu c'est bien le pétrole en fait, parce que moi si ça devient l'aéroport international, cela signifie qu'il y aura des vols commerciaux. Est-ce qu'avec la chute, déjà on annonce la chute du baril de pétrole, le pétrole qui va commencer, le prix du baril de pétrole qui va continuer à chuter, est-ce qu'il y aurait des compagnies qui vont s'engager pour les vols commerciaux, bien sûr, peut-être avant Noël, pour commencer à desservir en fait l'aéroport de Port-Gentil? Moi, je sais qu'il y a Air France qui est prête en fait à débuter ses vols, je crois, avant Noël. Et voilà. Donc, est-ce que vous auriez, Monsieur le Ministre, une idée de quand est-ce que les vols commerciaux pour les compagnies internationales pourraient commencer en fait après l'inauguration de l'aéroport? L'autre question porte sur en fait la filiale gabonaise de BNP Paribas. Il y a la banque française en fait qui va se désengager de sa filiale gabonaise, notamment la BICIG, et l'État qui compte ou qui détient plus de 40% des parts dans cette banque. Est-ce que le gouvernement a un regard là-dessus? Est-ce qu'il y aurait une banque qui serait prête à racheter en fait la BICIG? On nous parle en fait du groupe marocain Active Arifa Bank. Donc, je ne sais pas s'il y a une idée où le gouvernement est regardant par rapport à la question de la BICIG, monsieur. C'est une question sur laquelle le gouvernement travaille, mais sur laquelle il n'y a pas encore de position définitive que je peux rendre publique. Il y a plusieurs hypothèses, et il n'y a encore rien de définitif, et on ne peut rien communiquer pour le moment.
sont des questions sensibles. Donc, permettez qu'on nous rende public une fois que tout sera arrêté. S'agissant de votre première question, d'abord, c'est un aéroport qui fonctionne. Et pour les vols domestiques, parce qu'on n'a pas supprimé les vols domestiques, on lui a maintenant donné la capacité d'accueillir des vols internationaux. Et les compagnies ont leur politique de développement et de déploiement. Et donc, nous savons qu'un partenaire était déjà en liste pour qu'entre novembre et décembre, il y ait des premiers vols. Bien. Donc, si, avec la chute du prix du pétrole, les gens revoient leur stratégie, moi, je ne suis pas ingénieur dans ce domaine, mais je ne comprendrais pas très bien la différence qu'il y aurait à atterrir à Port-Gentil ou à Libreville dans le cas de la chute du prix du baril. Donc, si on peut atterrir à Libreville, c'est qu'on peut atterrir à Port-Gentil qui est à 25 minutes de Libreville. Donc, après, chacun a sa stratégie de développement, mais toujours est-il que cet aéroport, il est important qu'il soit aux normes internationales pour la capitale économique de notre pays. D'ailleurs, toutes ces questions qui se posent aujourd'hui auraient dû être posées de savoir pourquoi cet aéroport, depuis si longtemps, était dit international et il était dans cet état. C'est la première question qui aurait dû être posée. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que celui qui vient arranger, c'est celui qu'on charge tous les questionnements, comme si on aurait souhaité que cet aéroport reste dans cet état pour avoir un argument politique contre Ali Bongo. S'il n'avait rien fait, on aurait dit qu'il n'a rien fait à Port-Gentil. Il fait des choses à Port-Gentil, on veut le lui reprocher. Vous savez pourquoi? Parce qu'un argument de l'opposition, c'était que rien ne se fait, mais un aéroport est tellement visible que franchement, vous ne pouvez pas dire qu'on ne le voit pas. Bon, et qu'il porte le nom d'Ali Bongo, donc ils se disent seulement que sur le billet d'avion, ça va être maintenant aéroport international Ali Bongo, donc ça leur fait un peu mal. Mais la vie, elle est faite comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Tous ceux qui voyagent à l'aéroport Léon-Mba ne sont pas forcément les amis de Léon-Mba, mais c'est un aéroport, on voyage. Bien, on prend une dernière question. Monsieur le ministre, bonsoir. Ahmed Djouembogo, Canal 7. Monsieur le ministre, lorsque vous avez fait état des partiels qui viennent de se tenir, vous avez naturellement vanté les mérites du PDG avec les résultats que nous connaissons. Vous avez également expliqué qu'on peut aussi observer un peu les assises de la démocratie, car le PDG n'a pas gagné partout. Mais monsieur le ministre, en parlant des abstentions, ne craignez-vous pas quand même si vous avez relativisé en disant que ce n'est pas la première fois que ces taux sont à ce point, mais ne craignez-vous pas en tant que membre de ce parti politique que effectivement ces taux continuent et risquent effectivement de vous faire perdre une bonne partie de la population dans les jours à venir, notamment pour les prochaines élections pour votre parti et même pour l'ensemble du pays, parce que des votes, une élection, par exemple présidentielle, où il y a un taux d'abstention tellement élevé, ne crédibilise pas totalement votre parti politique. Merci. Bien. Le problème serait le même pour tout le monde, vous savez. Moi, je vous ai pris le cas du 4e arrondissement en 2011. J'aurais pu vous prendre le cas du 2e arrondissement en 2006, où nous avions Jean Yegendong, Premier ministre, candidat, face à Paul Mbabesol, vice-premier ministre, candidat au 2e arrondissement. 25 000 inscrits. On aurait pu s'attendre à ce que cette bataille au sommet entre deux poids lourds de la politique gabonaise amène les gens aux urnes massivement. Mais sur les 25 000 inscrits, il y a eu moins de 5 000 qui sont allés voter. Ça, c'est les faits. C'est les faits. Vous avez des communes du Gabon où il y a 12 000 inscrits et vous avez 3 000 qui votent. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'abstention. Et j'ai indiqué qu'il faudra analyser tout ceci. Il faut l'analyser. Quelles sont les forces qui s'abstiennent? Est-ce que ce sont les militants du PDG qui estiment que, bon, au 4e, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu et donc on ira voter un autre moment? Est-ce que c'est l'opposition? Personne ne sait aujourd'hui qui s'abstient, puisque le vote, il est secret. Mais il faut analyser à froid cette question de l'abstention. Est-ce que la prochaine élection présidentielle peut être entachée par cela? C'est une probabilité, mais c'est pour cela qu'une campagne électorale existe, pour que
les uns les autres encouragent les électeurs à aller voter. Mais faites attention aux analyses. Moi, j'ai écouté hier sur une chaîne de télévision, Gabon 24, pour ne pas la nommer, une analyse par un analyste politique et qui donnait des chiffres et des analyses qui sont totalement erronées. Lorsqu'on dit qu'à Makokou, pour l'élection partielle, pour le sénateur, il y a eu 15 votants, ce n'est pas 15 votants de la population. Il y a eu 15 votants parce que le collège électoral pour élire le sénateur, c'est les conseillers municipaux. Et qu'en l'occurrence, ils sont 15. Et que, oui, ils sont 15. Et que parmi les 15, il y a 2 qui ne sont pas du PDG. Mais que, y compris ces 2-là, ont voté pour la sénatrice présentée par le PDG. Donc, en l'occurrence, c'est une participation de 100%. Donc, d'aller analyser sur un plateau télé que ça montre l'abstention, c'est ne pas avoir compris les mécanismes. Tout comme j'ai entendu dire qu'au 3e arrondissement, il y avait 450 votants. Ce n'est pas vrai. C'était dans un bureau de vote avec 450 inscrits et 40 votants, comme ça arrive souvent dans certains bureaux de vote. Donc là aussi, il faut relativiser, analysons, mais analysons avec justesse et peut-être pertinence. Merci de votre attention et à très bientôt.